Sur les flots roux de la savane, l'œil peine à percevoir la vague tachetée d'une meute de lycaons. Le lycaon, qu'on appelle aussi loup peint en raison de sa robe multicolore, est une espèce en danger. Pourtant ici, dans les plaines du Botswana, tout est fait pour le préserver. Il en est de même en Namibie, en Afrique du Sud et dans tous les pays où survivent les représentants de cette espèce remarquable. La vie sociale du lycaon fascine les biologistes. Ses talents de chasseur impressionnent. Son adaptation au milieu en fait l'un des animaux les plus précieux d'Afrique. Et pourtant... C'est un lycaon, c'est sûr. L'odeur est épouvantable. En voilà un second. Oldfield, qu'en penses-tu? Ils sont jeunes, regardez les dents. Il ne reste que 3000 lycaons dans toute l'Afrique. Chaque individu perdu peut faire basculer l'espèce vers son anéantissement. Laissez-moi mettre mes gants. Je pense qu'il a été tué par des fermiers. Les lycaons demeurent en danger. En effet, chaque fois qu'on la croit sauvée, le destin s'acharne contre cette espèce. Comment briser la malédiction du lycaon ? De nombreux fermiers se sont établis aux lisières de la Moremi Game Reserve, où vivent plusieurs meutes de lycaons. Cette scène se reproduit chaque jour dans toutes les fermes qui encerclent les territoires jadis immenses des meutes de lycaons. Les chiens sauvages africains à l'affût de proies faciles provoquent la colère des éleveurs. À Maun, ville située dans le nord du pays, se trouvent les bureaux du Botswana Predator Conservation Trust, un centre d'études de la faune sauvage créé en 1989. Ce matin-là, son responsable, Tico McNutt, reçoit un appel à l'armée. On a perdu toute trace de 2 des lycaons normalement suivis grâce à des colliers émetteurs. Tico McNutt est un amoureux des lycaons. Avec sa femme, Leslie Boggs, il a voué sa vie à l'étude et à la sauvegarde de cette espèce méconnue. Les 2 lycaons se sont volatilisés au moment même où un fermier affirmait avoir échappé à une attaque. Pour l'équipe de Tico McNutt, il n'y a pas une minute à perdre. On tente d'abord de capter les signaux émis par les colliers GPS des différentes meutes suivies par le centre. Cela permettra par déduction d'identifier le titulaire du signal manquant. Des équipes sont envoyées sur le terrain. L'un des scientifiques, Neil Jordan, s'approche des dernières positions GPS relevées pour les animaux perdus. Au PC informatique du centre, Christina, la coordinatrice, recherche dans la base de données où sont recensés tous les lycaons l'identité d'un des 2 mâles, porteurs du collier. Les lycaons se déplacent vite sur d'immenses territoires. Du ciel, il sera plus facile de les repérer ou d'établir un contact radio. McNutt coordonne ses efforts avec les équipes au sol. Grâce à la base de données informatique, chacun connaît désormais l'identité des 2 fuyards. Les scientifiques les ont baptisés Snoopy et Brian. Ils sont âgés de 2 ans et demi et appartiennent à une meute désignée sous le nom de Matthew. La savane est quadrillée, secteur après secteur. Snoopy et Brian demeurent introuvables. Nul ne peut dire s'ils sont encore en vie. Avez-vous trouvé quelque chose sur les chiens de la meute Matthew, Snoopy et Brian?
Chris, nous n'avons trouvé aucune trace de Snoopy. Il vaut mieux que nous revenions au camp. Nous atterrirons dans 10 minutes. Bien reçu, je me demande ce qui leur est arrivé. Étrange. Alors que Tico McNutt regagne son quartier général, un jeune chien sauvage qui s'est éloigné de sa meute effraie quelques herbivores. L'animal revient vers les siens et, de loin, vocalise pour demander la permission de réintégrer le groupe au mâle dominant. Celui-ci l'observe, assis, toutes oreilles dressées. Chez les lycaons, deux hiérarchies se juxtaposent, celle des mâles et celle des femelles. Les vassaux doivent sans cesse, face à leurs supérieurs, s'identifier, courber l'échine, solliciter la permission d'agir. Les contacts physiques sont incessants. Des affrontements rituels permettent de maintenir son statut social ou de l'améliorer. Les lycaons sont repus. Ce qui reste de leur dernière victime est laissé aux charognards. Les femelles nées dans la meute la quitteront à l'âge adulte. D'autres, venus d'ailleurs, les remplaceront. La moitié des mâles demeurent où ils sont nés et assurent la continuité du groupe. Dans le monde des lycaons, tout obéit à des lois aussi immuables que celles qui régissent la course des astres. Celui-là, c'est Snoopy. Il nous manque ces deux mâles. Qu'en penses-tu? Le terrier est à seulement, disons, 3 ou 4 kilomètres des clôtures de la réserve. Je pense qu'il y a des chances pour qu'ils aient trouvé un passage dans les clôtures. J'ai souvent vu ça. Des lycaons qui passent les clôtures et vont voir ailleurs s'il y a d'autres terriers, d'autres meutes. C'est probablement un comportement volontaire. Ils finissent un jour ou l'autre par quitter leur famille pour trouver de nouvelles femelles et s'intégrer à de nouvelles meutes. Ce qu'il faut faire, c'est aller vérifier auprès des fermiers et demander aux personnes des alentours. Il doit y avoir une équipe à nous là-bas, du côté de Cherubi. Tico McNutt cache bien son inquiétude, car il connaît les dangers mortels que courent en réalité Snoopy et Brian. Les fermiers et les éleveurs redoutent les lycaons, qui parfois s'en prennent à leur bétail. Pourtant, ces zones clôturées étaient jadis le territoire des chiens sauvages, un espace illimité où ces nomades pouvaient voyager sans entrave. Un lycaon occupe normalement un territoire de 500 à 1000 km². Il en change tous les 2 à 3 mois, ne se fixant qu'en période de reproduction. Là où les hommes voient des exploitations, des routes, des zones urbanisées, les lycaons voient la terre dévolue à leur espèce de toute éternité. Les conflits avec les fermiers, la transmission de maladies des animaux domestiques aux animaux sauvages, le morcellement du territoire ont conduit au déclin de l'espèce. 100 000 individus au début du XXe siècle, 6 000 aujourd'hui. Simultanément, la taille moyenne des meutes s'est réduite. Une centaine d'animaux autrefois, une vingtaine aujourd'hui. Il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que, notamment à la suite d'épizooties, l'espèce soit localement anéantie. Des hommes tels que Tico McNutt sont parvenus à la préserver dans la zone où ils travaillent. Mais pour combien de temps? Les lycaons ont été traqués dans toute l'Afrique. Une chasse impitoyable a fait parmi eux des milliers de victimes. Sur le cadavre de lycaon, on retrouve parfois des tiques transmises par les bœufs. Elles sont porteuses d'un agent infectieux qui provoque des fièvres fatales. Le bétail transmet aussi aux lycaons des maladies telles que la brucellose.
certaines sont mortelles. Pour sauver les lycaons, il faut d'abord les comprendre. C'est pourquoi dans le nord du Botswana, où vivent 800 chiens sauvages, des scientifiques se tiennent sans cesse à l'affût. La vulnérabilité principale des lycaons tient à leur nomadisme. C'est lui en particulier qui provoque les conflits avec les hommes. Alors, au Wild Dog Camp, on tente de percer les secrets de leur déplacement. Chaque meute est suivie au jour le jour. Pour cela, il faut aller télécharger les données émises par les colliers émetteurs. Christina est particulièrement soucieuse de mieux comprendre les comportements de la meute Matthew, à laquelle appartenaient Snoopy et Brian. Il est plus de 10 heures. Nous pouvons donc communiquer avec son collier et voir où ils sont allés pendant les dernières 48 heures. À quelle fréquence obtient-on les localisations par GPS? Quand les chiens se déplacent, nous avons des détails sur la manière dont ils occupent leur habitat, leur déplacement. Nous savons s'ils quittent leur territoire. Et nous avons des données GPS qui nous permettent de les suivre sur la carte. Donc, qu'est-ce que nous avons sur l'écran? Ça fonctionne. Leur instinct nomade offre un avantage évolutif aux lycaons. Les meutes occupent des territoires d'1 millier de kilomètres carrés qu'elles quittent dès que les proies se raréfient. Ainsi, leurs ressources ne s'épuisent jamais et le stock de proies peut se reconstituer. Les lycaons marquent leur territoire de bornes olfactives en se roulant sur le sol ou en urinant. Ces bornes sont temporaires, mais intangibles. Neil Jordan se passionne pour ces marquages olfactifs qui régissent les déplacements des lycaons et constituent leur seule frontière. Pour éviter la transmission de maladies du bétail aux animaux sauvages, des postes de désinfection ont été établis à l'entrée des réserves et des parcs nationaux. Pour les lycaons, le risque principal vient de leurs cousins, les chiens, susceptibles de leur transmettre la maladie de Carré ou la rage. Ce fut le cas lors des années 1980 dans le parc national du Serengeti en Tanzanie, où la rage faillit anéantir la population de chiens sauvages. Dans la ville de Maune, des vétérinaires bénévoles ont créé un véritable hôpital de campagne pour lutter contre le risque de propagation de ces maladies infectieuses. D'autres équipes sillonnent les environs pour convaincre les villageois de leur confier leurs chiens le temps du traitement. Les chiens errants sont aussi collectés. Ces animaux sont stérilisés et surtout vaccinés, notamment contre les maladies transmissibles aux lycaons. Les vétérinaires en profitent pour réaliser les actes chirurgicaux qui peuvent se révéler nécessaires sur des animaux dont les populations locales prennent peu de soins, que ce soit par indifférence ou par manque de moyens. Un chien a été agressé par un babouin qui lui a planté les crocs dans la chair. Ce sont des plaies déjà anciennes. Je ne veux pas les suturer car elles vont s'infecter. Les dents des babouins sont couvertes de bactéries et de germes. Donc on va d'abord nettoyer ça, les plaies sur la tête. Et ensuite on fera une injection antibiotique.
Brian et Snoopy ont pu ainsi s'exposer à bien des dangers, et peut-être à la carabine d'un éleveur. Des opérations de prévention sont menées pour convaincre ces derniers de ne pas régler leurs problèmes à coups de fusil. L'une des équipes de Tico McNutt vient à la rencontre d'un éleveur mécontent dont le bétail est régulièrement attaqué. Le travail de l'équipe consiste à aider les fermiers à adopter de nouveaux comportements. Bonjour Benson. Bonjour Nico. Toujours aussi ponctuel. Alors Benson, il paraît que tu as encore eu de la visite. Ouais, regarde ces enclos dans quel état ils sont. C'est toujours la même histoire, je ne sais plus quoi faire. Les animaux sauvages passent par-dessous, ils attaquent mes bêtes. Tu vois ces barrières au fond, c'est par là qu'ils passent. Il y a un mois, c'était des lycaons et la semaine dernière, là-bas, c'était un léopard. J'ai tiré en l'air pour le faire fuir. On va t'aider à trouver une solution pour que des enclos empêchent les animaux de passer, mais également pour qu'ils ne voient pas le bétail à l'intérieur. Je sais que tu n'as pas de gros moyens, mais on va t'apprendre comment construire des enclos adaptés. Si tu fais tout ça, tu pourras souscrire une assurance auprès de notre organisation de protection de la vie sauvage et tu seras indemnisé en cas de perte de ton bétail. Qui croirait que pour sauver une espèce en danger, il faille d'abord manier la pelle et la pioche et savoir tresser des branchages. C'est pourtant à ce prix que les lycaons pourront survivre. Et c'est parce qu'on les emprisonne dans des poches d'espace vital de plus en plus réduites qu'ils côtoient les hommes et se confrontent à eux. L'équipe a rempli sa mission. Mais c'est une tâche sans fin. Il faudra encore convaincre tant d'autres fermiers, tant d'autres éleveurs. Si le lycaon, animal rare et précieux, intelligent et écologiquement indispensable, risque de disparaître en dépit de toutes les mesures prises pour le sauver de l'extinction, c'est parce qu'une malédiction pèse sur lui. La malédiction du lycaon commence dès le jour où les hommes observent une meute qui se met en place pour la chasse. Une légende va naître, celle d'un animal abominable, sanguinaire et cruel, implacable comme le destin. C'est un mâle aguerri qui donne le signal de l'assaut quand il a choisi la proie. La chorégraphie des lycaons se règle au millimètre près. Leur méthode de chasse ne laisse aucune chance à la proie. Alors que les lions manquent leur cible dans 7 cas sur 10, la victime des lycaons est condamnée dès le premier regard qu'ils posent sur elle. La chasse réussira dans 90% des cas. Les antilopes qui croisent sa route ne risquent rien. La meute ne changera pas d'objectif. Quand la proie suppose ses poursuivants fatigués, c'est que la meute s'est scindée en deux. Un autre groupe la devance sans qu'elle s'en rende compte. Le lycaon est un marathonien que la distance n'effraie pas. La meute communique par des couinements qui assurent sa coordination.
Le premier chasseur mord le museau de la victime et l'immobilise, tandis que les autres lui déchirent le ventre et l'entament alors qu'elle vit encore. Ce jour-là, le phacochère fut nettoyé jusqu'à l'os en 12 minutes. Le spectacle atroce d'un zèbre ou d'un buffle qui court encore alors que la meute lui arrache les viscères semble ne laisser aucun doute. Le lycaon mérite d'être maudit et détesté. Beaucoup se prévalurent de sa cruauté pour justifier son extermination. Peut-être Snoopy et Brian en ont-ils fait l'expérience. La mauvaise réputation du lycaon constitue le principal obstacle au sauvetage de l'espèce. Les hommes qui partagent leur espace avec le lycaon posent sur lui un regard sans pitié. C'est ce regard que les protecteurs de l'espèce ont décidé de changer. Pour cela, leur allié est la science. Des biologistes accumulent des données qui révèlent ce que l'espèce a d'unique, d'irremplaçable. Allez, viens, mon vieux. Laisse-toi t'identifier. Oui, c'est Diego. Je crois que je vois Yellow par là. C'est Diego, il se reposait là. Comment distingues-tu Yellow de Diego? Yellow est un mâle dominant. Il porte un collier émetteur. Diego a cette tache blanche sur le dos, avec un point noir. Diego a grossi. Il est très fort. La patience des scientifiques leur a révélé un miracle. Les incroyables comportements sociaux des lycaons. Ils leur sont apparus d'autant plus clairement que chaque animal peut s'identifier à ses taches colorées. Nous sommes en mai, saison à laquelle les femelles dominantes mettent bas dans l'intimité de leur terrier. Le mâle dominant, qui revient de la chasse, se présente devant le gîte, se livre à la cérémonie de l'identification et dépose devant sa femelle, par régurgitation, un morceau de viande. La meute arrive. Les chasseurs saluent bruyamment ceux qui sont restés près du terrier. C'est le rituel des retrouvailles. Un mâle subalterne est soumis, la queue entre les jambes et l'échine baissée, s'approche à son tour. Il doit s'annoncer à la femelle dominante. Celle-ci vient vers lui, c'est un signe d'acceptation. Le sujet offre à sa souveraine un morceau de viande régurgitée. La femelle court aussitôt vers les autres chasseurs qui la nourriront les uns après les autres. Le partage joyeux se prolonge. Les valides nourrissent la femelle allaitante, mais aussi les vieux adultes qui ont monté la garde près du terrier, les éclopés quand il y en a, et de manière générale, tous leurs congénères qui ne sont pas en mesure de prendre soin d'eux-mêmes. On découvre ainsi que l'espèce maudite est en réalité l'une des plus solidaires et altruistes du monde. Une espèce où l'on protège les faibles au lieu de les exclure. La femelle dominante regagne son terrier. Elle y prendra soin d'une nouvelle génération qui s'éveille dans les profondeurs de la terre. Pour changer les mentalités et venir à bout de la malédiction du lycaon,
Il suffirait que chacun accepte de s'émerveiller devant une espèce aux usages sociaux si complexes. Il y faudra du temps, mais certains comprennent mieux désormais la perte que représenterait la disparition des lycaons. Nous sommes en Namibie. Ici, la loi autorise les fermiers qui ont réquisitionné des terres à éliminer les prédateurs. Mais dans la région de Kavango, à la frontière de l'Angola, un éleveur semble avoir déjà changé son comportement. Il y a 2 ans, il découvre un terrier occupé par une meute de lycaons. Il extermine alors tous les chiens sauvages, mais se ravise en découvrant 13 bébés. Au lieu de les tuer, il les capture vivants et les confie à Rudy Van Vuren. Celui-ci anime une fondation qui milite pour la préservation des espèces en voie de disparition. La fondation amorce alors un programme de réhabilitation des lycaons. Ces 13 chiots, dans l'avenir, pourraient contribuer à maintenir la diversité génétique de l'espèce. Ils pourraient s'intégrer à des meutes incomplètes. Mais pour l'instant, les dommages que peuvent causer les chiens sauvages conduisent le gouvernement à interdire qu'ils soient relâchés. Les scientifiques s'intéressent à la manière dont une espèce affaiblie peut devenir vulnérable à des dangers qu'elle bravait auparavant. Brian et Snoopy ont pu tomber dans un autre piège, celui qu'ont pu leur tendre d'autres prédateurs. Les biologistes étudient les relations qu'entretiennent entre elles les populations de léopards, guépards, lions, hyènes et bien sûr lycaons. On place dans la savane des caméras à déclenchement automatique. Tu peux ouvrir le dossier léopard? Il se repose. Et il est seul, au repos. Quelle est la localisation GPS? Les coordonnées GPS sont 49.5, 0.7 et l'habitat est un bosquet de Mopani. Oui, les Mopani. Comment appelle-t-on ça, Silver? Oui, Silver Cluster. Mais il y en a 2 types. Ce sont des buissons mélangés. Je vais mettre ça dans mon carnet, j'y garde tout. Lorsque les meutes de lycaons regroupaient plus de 30 et jusqu'à 100 individus, l'effet de groupe leur permettait de venir à bout d'agresseurs plus forts qu'eux. Désormais, cet équilibre est rompu. L'espace disponible se réduisant, les territoires des prédateurs se superposent. Les lions en particulier n'apprécient guère de trouver chez eux des chiens sauvages. D'autant que ces derniers, provocation supplémentaire, n'hésitent pas à recouvrir de leurs marques olfactives celles des seigneurs de la savane. Voici la femelle. Elle est devant le terrier des lycaons. Elle creuse. Les bébés sont à l'intérieur et la femelle dominante aussi. Elle creuse.
Si elle arrive à les atteindre, ça va être un carnage. Les lions ne les mangeraient pas, mais ils les tueraient pour éliminer la compétition. Et voici le mâle. Il a pourchassé l'un des lycaons. Et chaque fois que le lion revenait vers la lionne, le chien le suivait et le provoquait. Ça a duré toute une matinée, l'un suivant et provoquant l'autre à tour de rôle. Avec un peu de chance, les lycaons vont déménager parce que les lions savent où ils sont et ils n'hésiteront pas à tuer les bébés dès qu'ils sortiront. C'est une zone ouverte. C'est fou d'y avoir creusé le terrier. C'est la propriété privée des lions. Une grande prairie ouverte, ce n'est pas bon pour les lycaons. Il ne se passe pas un jour sans que les caméras automatiques capturent l'image de hyènes autour des nids de lycaons. Il leur suffit de creuser pour tuer les bébés et engager la bataille contre la femelle dominante. Les meutes ne sont plus assez grandes pour que le terrier bénéficie d'une protection quand le groupe part chasser. Quelques mois ont passé. Brian et Snoopy manquent toujours à l'appel. Les recherches ont été abandonnées. Quant au retour d'une de ses missions de suivi des meutes de lycaons sauvages, Neil Jordan aperçoit deux nouveaux venus, sans collier. S'ils se font accepter par l'une des meutes de la région, leur arrivée compensera la perte de Snoopy et Brian. Ils signalent leur présence aux autres meutes. C'est leur façon de solliciter l'asile. Comme trace de leur passage, les deux chiens sauvages commencent à déposer leur odeur sur le sol. Cela confirme qu'ils veulent rejoindre une nouvelle meute. Les photos prises par Neil Jordan intriguent Tico McNutt. La robe des deux nouveaux venus ressemble étrangement à celle de Snoopy et Brian. Le scientifique se plonge dans l'incroyable ouvrage qu'il met à jour depuis près de 20 ans et qui retrace l'histoire de 1000 lycaons sur 8 générations. À quelques mètres de là, Christina et Jessica tentent d'identifier les vagabonds. Ce sont bien deux mâles, n'est-ce pas? Donc ce sont deux mâles. Celui-ci qui se tient debout, un peu de blanc sous les pattes, un peu de blanc sur la queue. La queue avec une jonction brune. Oui, blanc-noir. Et l'autre est un peu plus sombre. Nous avons une base de données avec toutes les photos des chiens que nous avons vus ou que d'autres nous ont envoyés. En les parcourant, on finira bien par les identifier. Attends un peu. Celui-ci ressemble à ça. Non! Regarde, c'est sûr. Blanc. Il est beau ce pelage brun. Du blanc sur la patte avant. La patte avec le petit point. Bien. Nous allons mettre ça dans la base de données savane herbeuse. Snoopy et Brian sont bien revenus de leur long voyage. Ils se sont débarrassés de leur collier sans qu'on comprenne comment. Les errances des lycaons ne cessent de précipiter l'espèce au-devant de tous les dangers. Cette fatalité a inspiré une idée folle aux scientifiques: maîtriser et brider l'instinct nomade des chiens sauvages. Pour cela, on espère mieux comprendre les signaux olfactifs que les lycaons, en particulier les mâles dominants, déposent sur le sol avec leur urine. Quiconque parviendrait à reproduire ces odeurs et à décoder les messages qu'elles contiennent pourrait en quelque sorte communiquer avec les lycaons. Biologiste et chimiste spécialisé dans la communication animale, Neil Jordan aimerait percer les mystères de ce langage sans mots.
Les échantillons d'urine, de brindilles que les glandes des lycaons ont frôlées, de terre imprégnée d'excréments, vont être analysés en laboratoire. Bonjour, ça va? Bien, merci. Ce sont les échantillons de la semaine dernière? Oui, de la semaine dernière. Ce sont ceux qu'on va tester? Pour connaître les réactions de l'animal? Bien, ils sont congelés et donc en bon état. Merci, Steve. L'objectif des biochimistes est de synthétiser les odeurs par lesquelles les lycaons signalent l'emplacement des terriers. Celles qui leur permettent de s'orienter ou celles qui indiquent des limites à ne pas franchir. Grâce à ces parfums de synthèse, on pourrait créer des frontières olfactives artificielles et tromper les lycaons. La tâche est immense. Il faut isoler les molécules de chaque odeur. Le défi, c'est de créer des marquages de synthèse capables de rester actifs plusieurs jours dans la savane. Ces recherches biochimiques, menées par Peter Apps depuis 2008, avancent à pas de géant. Il faut à présent les tester en grandeur nature. Neil Jordan va tenter de tromper un mâle dominant. Il va déposer une odeur artificielle censée reproduire celle d'un autre mâle dominant appartenant à une meute inconnue. Si le lycaon urine à proximité, c'est qu'il croira que l'odeur parvient bien d'un autre chien sauvage. Et l'expérience sera un succès. Il n'y a plus qu'à s'éloigner et attendre le résultat. Le lycaon a bel et bien cru avoir affaire à un autre lycaon. Maintenant, il reste à confirmer ce succès avec de nouveaux tests. Il ne faudrait pas que ce ne soit qu'un résultat isolé, peut-être dû au hasard. Tycho McNutt pense que si Snoopy et Brian sont revenus littéralement la queue basse, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à se faire accepter par une autre meute. Le biologiste veut endormir l'un des deux lycaons pour vérifier son état de santé. Je pense que c'est plus ouvert par là. Faisons le tour. Oui, en effet. Voici le terrier. Snoopy et Brian évoluent à proximité du terrier. L'opération est délicate. Tycho McNutt veut être sûr qu'il les a bien identifiés en dépit du manque de visibilité. Les deux animaux, en effet, se fondent dans les hautes herbes. C'est Snoopy qui va être endormi. Le but de Tycho et Neil est d'ausculter l'animal et de vérifier que son état de santé ne s'est pas dégradé lors de son odyssée en terre inconnue. Il faut aussi le rééquiper d'un collier GPS. Le projet de barrières olfactives artificielles n'est pas oublié. Snoopy va contribuer aux efforts des chercheurs.
Cette glande est certainement la plus importante pour le marquage du sable par ces mâles. Les prélèvements effectués près de cette glande enrichiront la base de données olfactives du laboratoire. Beau prélèvement là aussi. Les deux hommes prélèvent un peu de sang aux fins d'analyse et de fichage génétique. On vérifie aussi la croissance de ce jeune animal. Vois-tu les traces de sang sur ses pattes? Je pense qu'il a dû chasser. Il doit probablement avoir 2 ans. Tu penses pas qu'il est un peu petit? Il est plus petit que ceux de sa meute, c'est sûr. Regarde ses dents, impressionnantes. Ils s'en servent pour trancher la peau du ventre de leur proie quand ils attaquent. Snoopy et Brian ont pu, pendant leur voyage, se trouver en contact avec des animaux domestiques. Il faut les vacciner contre la rage, et faire vite, car le lycaon va bientôt se réveiller. C'était une bonne journée de travail de terrain. Ouais, excellente. Je me rappelle la première fois que mon regard s'est posé sur des chiens sauvages. Il y a 23 ans. L'excitation de voir cette espèce en danger dans son environnement naturel et de découvrir à quel point ils sont spectaculaires et sociaux. Je garde ces archives pour mieux comprendre leur vie en tant qu'individus. Cela nous mènera à une meilleure compréhension de l'espèce, de leur vie sociale, toutes les choses que nous étudions ici. Oui, et tout cela se traduit par le fait que nous allons les sauver et nous assurer qu'ils pourront vivre en lieu sûr pour les 23 prochaines années et au-delà. En Namibie, 2 ans se sont écoulés depuis qu'une fondation a récupéré 13 lycaons. Il est temps de les vacciner contre la rage. C'est ce à quoi se prépare aujourd'hui Rudy Van Vuren. Les chiens sauvages ont grandi. Si les biochimistes réussissent leur pari, il sera peut-être possible un jour de les libérer. Leur pérégrination serait alors rendue inoffensive par des clôtures immatérielles élevées entre eux et les dangers qui les guettent. Ça va. On est prêt. 13 vaccins contre la rage. 13. Je vois que tu as préparé les seringues. Je suis en train de m'en occuper. Tu les as testés ou pas encore? Non, pas encore. As-tu des nouvelles de ces chasseurs? Après qu'on a récupéré les lycaons, il y a eu un autre incident. Et cette fois-là, ils ont écouté ce que nous avions à dire. Et ils ont laissé les lycaons en paix. C'était au même terrier. Bonne nouvelle. Oui, très bonne. Voilà ce que je suggère. Nous avons 5 mâles et 8 femelles. Commençons par les mâles, parce que c'est plus facile de les identifier. Et ensuite, nous passerons à ces 8 femelles. Il faudra que tu gardes un œil sur ceux que tu as déjà endormis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On n'a pas besoin de la dernière. Elle est en plus. Elle est en plus. Voici un mâle. À toi de jouer. Il a 1, 2, 3 taches à l'avant droit de la poitrine et sur la droite. 3 taches noires. 3 noires, dont l'une plus haute que celle de gauche.
Il s'éloigne. Et c'est dedans. Un autre mâle. Un autre mâle qui t'attend. Une femelle. Attention, il y en a un derrière toi. Les lycaons sont des prédateurs redoutables. Il suffirait qu'ils se liguent contre les intrus pour que l'opération tourne mal. C'est pourquoi Rudy Van Veren et Florian Weiss, le vétérinaire de la Fondation, se couvrent mutuellement. Ils ne doivent perdre de vue aucun des chiens sauvages s'ils ne veulent pas subir une attaque par derrière. On cherche le gros mâle sans tache. Celui-ci. C'est un nouveau. Petit, bande blanche sur la droite, à l'arrière. Merci. Désolé. Tu la vois? Non. Ils se ressemblent beaucoup. Et il y en a une derrière toi. Les lycaons entourent l'un des leurs. C'est la femelle dominante. Ils veulent la protéger. Vas-y, vas-y. Je l'ai. Celle-là, à l'arrière. C'était la femelle alpha, tu as entendu? Dommage qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur fait ça. Les 13 lycaons ont été vaccinés. Mission accomplie. Je vais vous montrer l'expérience que nous avons faite cet après-midi. Les scientifiques du Botswana Predator Conservation Trust ont multiplié les expériences relatives aux marquages olfactifs de synthèse. Il est vital pour l'avenir de l'espèce qu'elle confirme les indications données par les premiers tests. Neil Jordan a déposé une odeur près du terrier où se tient une femelle dominante. Elle renifle longuement. Ça l'intéresse. Ah, c'est vraiment une réponse probante. Le mâle arrive et fait la même chose. Il cherche, renifle. Il trouve le même endroit et renifle de la même manière. Et il va directement à cet arbre pour le marquer. C'est clair que c'est une réponse très probante. Les chercheurs sont fascinés par le comportement de ces lycaons qui dialoguent sans le savoir avec un interlocuteur humain, en quelque sorte déguisé en chien sauvage. Les animaux, dès qu'ils ont senti l'odeur de synthèse, déposent la leur à proximité immédiate. C'est cool, non? Le premier test positif ne résultait pas d'un hasard ou d'un coup de chance. Les lycaons reçoivent bel et bien les signaux qu'on leur envoie. Il reste encore un travail considérable à accomplir, mais dans quelques années, on pourra sans doute influencer le comportement nomade des chiens sauvages grâce à la mise en place de frontières olfactives. Des odeurs interdiront aux lycaons d'aller plus loin que les zones où on les considère comme en sécurité. On pourra aussi étendre ces recherches aux autres mammifères qui utilisent le même mode de communication. L'importance de cette découverte est capitale. Un lycaon de la meute Matthew rejoint le terrier dans lequel se trouve la femelle dominante. Ce jour-là, ces bébés nouveau-nés vont faire leur première excursion à la lumière du jour. Ils n'ont encore que 3 semaines. Les premiers jeux fatiguent et les futures terreurs de la savane se retrouvent bien vite sous la mamelle de leur mère. Le père revient de la chasse. Les bébés vont assister aux rituels qui président au partage de la nourriture et s'initier ainsi aux usages sociaux de leur espèce. De petits morceaux de viande laissés par leur mère sur le sol vont les accoutumer, entre 2 jeux, à ce que seront leurs futurs menus dans une dizaine de semaines.
Le temps de la première sortie s'achève. Il faut revenir au terrier. La mère se laisse vite submerger par l'exubérance de ses chiots rebelles. Ils n'entendent pas que la fête s'achève si vite. Le père des chiots observe ses rejetons. Il a accompli la tâche que lui confie la nature. Perpétuer son espèce pour qu'elle dure aussi longtemps que les hommes le voudront bien.